Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Bonjour et bienvenue dans la toute nouvelle émission de Sud Radio, l'affaire dans l'affaire. Cette émission réalisée en partenariat avec la revue 100% True Crime, Affaires criminelles de Max Keiz, va s'intéresser aux grandes affaires qui ont marqué l'histoire du crime ou l'actualité. Chaque semaine avec la complicité de Victor Lefebvre, de Jean-Marie Bordry. Bonjour Stéphane. Et bonjour Stéphane. Et du youtubeur aux 2 millions d'abonnés Max Keiz, nous vous raconterons une affaire qui nous a marqué et nous répondrons aux questions que l'analyse de ces affaires nous pose. Avec l'affaire dans l'affaire, c'est aussi votre regard sur ces faits de société qui peut changer. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire Jubilard. Jubilard du nom de Cédric Jubilard et de son épouse Delphine Jubilard. Et nous en parlerons avec le meilleur connaisseur de l'affaire, Ronan Folgoas, journaliste police-justice du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Ronan. Bonjour Stéphane Simon. Cédric Jubilard est soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine en décembre 2020 dans le Tarn. C'est la cour d'appel de Toulouse, Haute-Garonne, dans un arrêt rendu ce jeudi 26 septembre, qui a décidé de renvoyer le mari devant la cour d'assises pour meurtre. Le procès va avoir lieu dans le courant de l'année 2025. Mais il reste encore aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire et l'accusation ne tient qu'à quelques fils. C'est une affaire de meurtre, mais sans corps, sans scène de crime, sans preuve irréfutable et sans aveu. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. Décembre 2020. Cagnac-les-Mines, une commune de 2500 habitants située dans le département du Tarn, en pleine région agricole aux environs de la ville d'Albi. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020, il est 4h09 précisément quand un certain Cédric Jubilard téléphone à la gendarmerie et dit simplement « Bonjour, je vous appelle car je ne sais pas où est passée ma femme. » L'homme explique qu'elle serait sans doute sortie et pas revenue, mais il ne sait pas exactement quand, car il dormait. Lorsque les gendarmes arrivent au pavillon du couple vers 4h50 du matin, les enquêteurs sont un peu déroutés par le comportement de Cédric Jubilard. L'homme est en train de lancer une machine à laver. À près de 5h du matin, le peintre artisan, pas décontenancé, explique que les chiens ont uriné sur la couette et qu'il faut bien la laver. Mais les enquêteurs remarquent que la maison est d'une façon générale dans un état de propreté très relatif qui rend la corvée de linge et cet empressement très singulier. Cédric Jubilard s'inquiète-t-il vraiment pour sa femme ? La maison qu'habitent les Jubilard est également singulière. C'est une maison de plein pied, d'une surface habitable d'environ 100 mètres carrés, nichée sur une petite butte. Dans le jardin, c'est un véritable fatras qui semble s'être accumulé depuis des années. Des palettes de bois, des pots de peinture, de la ferraille, des jouets d'enfants abandonnés. Vu de l'extérieur, le caractère inachevé et les imperfections donnent à voir l'image d'un couple financièrement gêné ou un couple dans le laisser-aller. Cédric et Delphine Jubilard ont aménagé ici en 2014, un peu avant la naissance de Louis, leur premier enfant. Au rez-de-chaussée, une seule pièce d'un seul tenant qui comprend la cuisine, un coin salle à manger et le salon. Un escalier permet de descendre au sous-sol. Un vrai capharnaüm aussi, privé d'électricité, où Cédric, plaquiste, peintre, stocke du matériel de chantier. C'est aussi dans cette cave que les chiens Gnocchi et Oprah passent la nuit. Au rez-de-chaussée, le reste de la maison se compose de 3 chambres et d'une salle de bain. Une autre salle de bain est en plein aménagement, mais 6 ans après le début des travaux, ils ont à peine commencé. Delphine Jubilard a 33 ans au moment de sa disparition. Elle est infirmière et maman de 2 jeunes enfants. La dernière a 18 mois. En ce mercredi matin 16 décembre, les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux et mobilisent des renforts. Sur le terrain, les grands moyens sont déployés. Des chiens spécialisés, des drones, des experts en police scientifique et technique passent la maison au peigne fin ainsi que les alentours. Même les draps de couette dans la machine à laver sont saisis pour analyse. Des dizaines d'enquêteurs font du porte-à-porte et auditionnent les voisins, la famille, les amis et les collègues à la recherche de la moindre piste.
En janvier 2021, les enquêteurs, à force de vérification et de témoignages, finissent par reconstituer assez précisément les heures qui ont précédé la disparition de Delphine Jubilard. Ce jour-là, comme d'habitude, Cédric est rentré du travail en fin d'après-midi, vers 18h30. Il dit être rentré d'Albi en autobus. Son épouse, de son côté, a profité de sa semaine de congé. Après un rendez-vous à la banque, dans la matinée, elle a gardé sa petite Elia à la maison, puis est allée chercher son fils, Louis, à l'école en fin de journée. La famille passe à table vers 20h. C'est Cédric qui s'est occupé de la cuisine ce soir-là. Il a préparé des pâtes et a décongelé des steaks hachés. Delphine couche sa fille vers 21h. La maman s'installe ensuite dans le canapé du salon en compagnie de son fils. Elle regarde à la télé. La finale de la France a un incroyable talent. Entre 21h et 22h, Cédric, lui, sort de la maison pour marcher dans le quartier. C'est en tout cas ce qu'indique le témoignage d'une voisine. Au cours de sa promenade, il aurait joué sur son téléphone à Games of Thrones, avant, dit-il, d'être privé de batterie. Une chose est sûre, son smartphone ne marque plus aucune activité à partir de 22h08. À cette heure-là, Delphine n'a pas encore disparu. Elle utilise son téléphone à 22h19 et envoie un message à destination d'un homme que les enquêteurs localiseront bientôt à Montauban. Vers 22h30, Cédric Jubilard, selon son récit, voit son fils Louis et Delphine le rejoindre dans la chambre parentale, le temps de faire un petit câlin et de dire bonne nuit à papa. Puis, la mère et son fils seraient repartis au salon pour regarder la fin de leur émission de télévision. L'artisan, qui se lève tôt, se couche. Ce moment de tendresse est confirmé par Louis, mais le garçonnet n'est pas capable de situer précisément à quelle heure. Les souvenirs de l'enfant ne sont pas très clairs. Il croit avoir entendu son père et sa mère échanger et se dire « puisque c'est comme ça, on va se séparer ». Puis, Louis s'est couché et ne semble plus avoir aucun souvenir d'un quelconque incident susceptible de troubler son sommeil. Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus néanmoins que le conjoint de Delphine, Cédric, ne dit pas toute la vérité. Le couple connaît des difficultés depuis quelque temps. Il découvre par exemple que le 15 novembre dernier, date anniversaire de Delphine, Cédric a voulu célébrer ses 33 ans et lui a préparé un déjeuner surprise à la maison. Mais l'infirmière d'Albi, qui est tombée amoureuse d'un autre homme qui habite Montauban, a préféré annuler la petite fête. Delphine ne tient plus du tout à se rabibocher avec Cédric. Elle n'a plus le cœur à célébrer quoi que ce soit en présence de son mari. Elle pense à un autre. Appelons-le Jean. C'est un trentenaire, père d'un petit garçon, pas encore séparé de la mère de son fils, qui semble lui aussi très épris de Delphine. Il dira bientôt aux enquêteurs « Notre relation était comme une évidence. Nous échangions des tonnes de messages et nous passions des heures au téléphone. Nos conversations portaient sur des sujets personnels et profonds, mais aussi sur des choses plus légères. Et Delphine était à la fois drôle et d'une grande sensibilité. » Les amoureux pensent à un avenir commun. Et nous avions clairement évoqué le projet de nous installer, mais sans brusquer les choses et surtout sans faire de mal à nos partenaires respectifs. Les enquêteurs penchent clairement pour un drame familial chez les Jubilard. Les amoureux, d'ailleurs, ont échangé peu de temps encore avant la disparition de Delphine. Le dernier message, justement, que Delphine lui a adressé est daté d'un peu avant 22h30. Elle lui envoie une photo où elle apparaît en tenue de nuit, douchée et prête à aller se coucher. Delphine a accompagné cette photo intime du message suivant. « Moi aussi j'ai envie de toi. Je n'attends que ça, que ton lit soit le mien. » L'homme a par ailleurs un alibi en béton armé. Cette nuit-là, Jean était chez lui, près de Montauban, soit à plus de 70 km de Cagnac-les-Mines, et son ex-compagne le confirmera aux gendarmes. Alors, Cédric Jubilard a-t-il appris ce soir-là l'existence de cette liaison sentimentale? Sur le sujet, il ne se montre guère loquace. À peine dit-il savoir que Delphine a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais il y a un détail qui intrigue les enquêteurs également.
Un détail qui ne correspond pas à la version de Cédric Jubilard. Le téléphone de Delphine ne montre aucune activité au cours de la nuit. Pas d'appel entrant ou sortant. Pas de message. Aucune connexion à Internet. Et surtout, le téléphone est resté à borner en continu sur le relais téléphonique le plus proche du domicile familial. Comme s'il n'avait jamais bougé. Encore plus étrange, à minuit 07, sans raison connue à ce jour, le téléphone a été déverrouillé. Et 2 minutes plus tard, c'est l'application WhatsApp qui a été ouverte, sans pour autant déclencher de connexion Internet. Comme si l'utilisateur du téléphone ne faisait que lire le contenu des messages existants. Et puis, cette manière dont Cédric Jubilard explique la disparition de sa femme est tout de même assez étrange. Il explique ne pas avoir entendu Delphine le rejoindre dans le lit au cours de la nuit. Passe encore. Il affirme avoir été réveillé par les pleurs de sa fille, Elia, qui aurait perdu sa tétine. Il dit l'avoir pris dans ses bras quelques minutes, puis a simplement constaté que sa femme n'était plus à l'intérieur de la maison. Il raconte avoir jeté un œil au sous-sol, dans toutes les pièces, avoir fait le tour de la maison, envoyé des messages. Mais curieusement, l'application de son téléphone qui comptabilise les pas effectués par son utilisateur ne marque qu'une toute petite dizaine de pas effectués. Comme si l'homme était resté dans son lit, ou juste à côté. En tout cas, bien loin de faire le tour de la maison. Rien que pour faire le tour du jardin, les gendarmes constatent qu'il faut faire 380 pas. Et puis, il y a le témoignage de 2 voisines situées à une petite centaine de mètres à vol d'oiseau. Elles se souviennent avoir entendu vers 23 heures les cris d'une femme qui semblait en train d'étouffer. Ces cris pouvaient, selon elles, provenir de la maison Jubilard, d'autant qu'ils étaient accompagnés par des aboiements de chiens. Ensuite, la nuit et le silence ont repris leurs droits. Et il y a encore cette paire de lunettes, retrouvée derrière le canapé. Une des branches est cassée. Là encore, Cédric Jubilard a réponse à tout. Delphine n'était pas très soigneuse et avait l'habitude de porter des lunettes sans se soucier de leur apparence. Enfin, la voiture de Delphine n'est pas garée comme à l'accoutumée. Alors que l'infirmière a l'habitude de la garer en marche arrière, cette fois-ci, elle était de bêche. Tout porte à croire que la voiture a été utilisée pendant la nuit. Et puis bientôt, il y a la version de leur petit garçon, Louis, qui évolue. Au début, il dit s'être couché et n'avoir rien entendu d'inhabituel. Mais quelques semaines plus tard, le garçon de 6 ans raconte cette fois avoir entendu une violente dispute entre ses parents. Cédric Jubilard a-t-il intercepté, ce soir du 15 au 16 décembre, des messages du mystérieux amoureux de Montauban? Si une dispute a mal tourné, mais où donc Cédric Jubilard a-t-il pu cacher le corps de sa femme? Et aurait-il vraiment fait disparaître des indices? Et toutes les analyses sont loin d'accabler Cédric Jubilard. Par exemple, l'analyse de l'eau du siphon de la machine à laver révèle un résultat négatif. Aucune trace humaine ou animale n'a été détectée. Un élément important puisque cette machine à laver a servi à nettoyer la couette sur laquelle ou sous laquelle Delphine Jubilard aurait dû s'allonger dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pas de scène de crime, pas de cadavre, pas de preuves irréfutables. Pourtant, Cédric Jubilard est mis en examen le 18 juin 2021 et incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse-Seyss. Et les nombreuses demandes de liberté de ses avocats n'y changeront rien. Cédric reste soupçonné d'avoir fait disparaître sa femme. L'instruction est à présent close, mais n'a pas apporté toutes les réponses aux nombreuses questions qui se posent. La suite de l'affaire Jubilard dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Retour dans l'affaire ce samedi matin sur Sud Radio. Nous nous penchons ce samedi sur l'affaire Jubilard. L'affaire Jubilard comme Delphine Jubilard qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Avec Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Et Jean-Marie Bordry. Et rebonjour mon cher Stéphane. Et Ronan Folgoas, notre invité, auteur du Mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition au livre de poche. Certainement le journaliste qui a le plus abondé
d'amants et le mieux suivi l'affaire Jubilard. Jubilard comme Cédric aussi. Jubilard qui est soupçonné d'avoir tué son épouse. Il comparaîtra pour meurtre en 2025 devant les assises. C'est la décision de la Cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu ce jeudi 26 septembre. Mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, avoir motivé Cédric Jubilard à tuer son épouse Delphine en ce jour de décembre 2020, Victor Lefebvre? Alors il y a plusieurs mobiles qui ont été avancés en effet par les enquêteurs. On reste très prudent et on parle au conditionnel puisque Cédric Jubilard n'a pas été jugé. Il reste présumé innocent. D'abord un mobile financier puisque Cédric Jubilard était propriétaire en fait du terrain de la maison et donc c'est lui qui était propriétaire à 100% du terrain, mais il y avait un montage financier plutôt baroque entre les deux époux. Cédric était le seul et unique propriétaire du terrain donc, et la maison était en copropriété entre les époux, même si le remboursement du prêt immobilier était pris en charge à 100% par Delphine. Et Cédric Jubilard était très inquiet à l'idée de perdre la maison en cas de séparation avec son épouse, qu'il avait en partie construite lui-même. Par ailleurs, il y a un deuxième mobile qui est avancé par les enquêteurs possibles, c'est celui de la jalousie, puisque Delphine Jubilard avait un amant rencontré 5 mois plus tôt sur un site de rencontre en ligne, et les enquêteurs écrivent notamment qu'au cours du mois de décembre 2020, donc le mois de la disparition de Delphine Jubilard, elle préparait un départ imminent. Alors, Ronan Folgoaz, vous êtes le journaliste, un des journalistes qui a rencontré Cédric Jubilard quand il n'était pas encore incarcéré. Vous avez aussi plus tard rencontré le fameux Jean de Montauban. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Que vous pourriez-vous ajouter par rapport à ce que vient de dire Victor Lefebvre ? Il est tout à fait possible, dans l'hypothèse où évidemment la responsabilité de Cédric Jubilard serait retenue, eh bien que ce soir-là, ce 15 décembre au soir, Delphine ait peut-être lâché une petite phrase à son mari, une petite phrase lourde de sens, qui correspondrait avec ce que l'enfant, le fils aîné des époux Jubilard, Louis, dira plus tard. Il dira que son père a interpellé sa maman en disant « Alors, comme ça, on va se séparer ». Et ce qui pourrait renvoyer à une phrase dite un peu plus tôt dans la soirée, une phrase prononcée éventuellement par Delphine, qui aurait signifié à Cédric bien que cette fois-ci, la séparation est bien définitive et qu'elle comptait bien quitter, pourquoi pas, le foyer familial. Et pourquoi cette hypothèse a du sens? C'est parce que un peu plus tôt dans la journée, il s'est passé une chose très importante pour Delphine, puisqu'elle a été contactée par la femme de son amant. Ce qui n'est pas rien, puisque la femme de son amant a pris connaissance de son existence. L'amant a même confié le numéro de téléphone de Delphine à sa propre femme. Les deux femmes se sont parlées par message écrit et elles ont convenu d'une espèce de pacte. Elles ont dit bon, ok, Delphine Jubilard, je sais qu'en gros, en substance, que vous existez, je sais quelle place vous occupez dans la vie de mon mari, mais je vous demande juste de patienter quelques semaines et après je laisserai ma place. Bon, et là, à partir de cet instant, les choses sont très claires dans l'esprit de Delphine et de son amant. Il n'y a plus de marche arrière possible et ils vont bien s'installer ensemble. Et donc, compte tenu de tout cela, il est possible, tout à fait possible, que Delphine ait prononcé effectivement ce soir-là une phrase à son mari Cédric Jubilard qui ne l'a pas supporté, tout simplement. Ça, c'est une hypothèse, bien sûr. Alors, comment Cédric Jubilard aurait-il fait disparaître sa femme ? Alors là, évidemment, là on est au cœur du mystère Jubilard, puisque précisément le corps n'a pas été retrouvé. Il y a quand même un élément essentiel qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce soir-là, nous sommes dans une nuit de couvre-feu. Vous vous souvenez, en décembre 2020, les autorités ont décidé... La pandémie. Voilà, dans le contexte de la reprise de la pandémie de Covid-19, d'interdire tout déplacement nocturne. Et partant de là, il est tout à fait improbable que l'auteur du meurtre, ou en tout cas même Delphine Jubilard, pourquoi pas, admettons qu'elle soit libre de ses mouvements, il est quand même difficile d'imaginer qu'elle ait pu faire un long déplacement sans éveiller, sans qu'il y ait une prise de risque énorme. Donc forcément, les enquêteurs partent du principe que Cédric Jubilard, puisque c'est lui leur seul et unique suspect, a effectué un court déplacement, peut-être quelques kilomètres, 10 kilomètres maximum, autour du domicile, en partant du domicile familial de Cagnac-les-Mines, et que, il connaissait un endroit très particulier. Il faut se souvenir aussi que ce pays d'Albi et ce pays de Cagnac-les-Mines,
comme le nom l'indique, est un ancien pays minier, qu'il recèle de nombreuses cavités, des trous qui ne sont pas forcément cartographiés. Et que, eh bien, il est tout à fait possible. Ça, c'est encore potentiel. C'est encore une hypothèse, hein, bien sûr, que le corps de Delphine ait été, pourquoi pas, placé dans une cavité à peine connue, à peine décelable. Ça, c'est une hypothèse. Il semblerait que la voiture de Delphine ait été utilisée. Elle est en tout cas mal garée par rapport aux habitudes de Delphine. Alors, elle n'est pas forcément mal garée, mais en tout cas, elle est garée d'une façon tout à fait inhabituelle le lendemain matin. Ça, ce témoignage provient du voisin d'en face. Qui habite vraiment de l'autre côté de la rue Yves Montand à Cagnac-les-Mines, de l'autre côté par rapport à la maison des Jubillards, et ce témoignage est considéré par les enquêteurs comme une mine d'or parce qu'il est extrêmement précis. Ce voisin qui est lui-même artisan rentre le mardi soir vers 21h. Et il est capable de dire qu'il a garé son utilitaire dans le sens habituel et que la voiture de Delphine, elle, qui était juste à côté de son utilitaire, était garée capot vers le haut de la rue. C'est une rue en pente. Et que le lendemain matin, lorsqu'il repart au travail, vers 8h du matin, là, cette fois-ci, il en est tout à fait certain, la voiture est garée dans le sens inverse, puisqu'il a une vision assez inhabituelle de la voiture de Delphine, et que il est même capable de dire que cette fois-ci, cette voiture de Delphine lui colle à l'utilitaire. Il était obligé de faire une manœuvre pour se dégager. Et donc là, oui, on peut en déduire à partir de cet élément-là qu'il y a eu un mouvement dans la nuit. Après lequel... Qui est au volant? À quel moment? Ça, c'est une autre question. Alors, dans un instant, nous nous demanderons s'il n'y a pas une affaire dans l'affaire Jubilard. Et surtout, si un des grands principes qui fondent notre justice ne devrait pas être rappelé. Le doute doit-il profiter toujours à l'accusé? Et puis, que révèle l'examen de la personnalité de Cédric Jubilard? Qui est-il vraiment? Toutes ces questions, tout de suite, sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Retour dans l'affaire avec Victor Lefebvre ce matin, Stéphane. Jean-Marie Bordry. Toujours présent, Stéphane. Et avec nous, Ronan Folgoas, reporter au Parisien aujourd'hui en France et surtout auteur du Mystère jubilaire qui a été réédité au livre de poche, Enquête au cœur d'une disparition. Vous êtes, je crois, le journaliste qui connaît le mieux cette affaire. Je vous remercie d'être avec nous. On se souvient de ce grand principe qui fonde la justice moderne. Mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est une question qu'on va se poser, car dans l'affaire Jubilard, il n'y a ni cadavre, ni scène de crime, ni mobile avéré, ni preuve attestée. Tout ça fonde un mystère encore entier. Mais que révèle l'examen de la personnalité de Cédric Jubilard? Qui est-il vraiment, Victor Lefebvre? Alors l'expertise psychiatrique, elle a été réalisée en 2022 à 2 reprises. Elle a été versée au dossier judiciaire. Elle évoque chez Cédric Jubilard un ego surdimensionné, je cite, des cicatrices psychiques liées à son enfance et aucun sentiment de culpabilité chez lui. Cédric Jubilard, il a été battu par son beau-père durant l'enfance. Il n'a pas connu son propre père. Il a été élevé donc par son beau-père. Il était très proche également de son grand-père, qui était en réalité le compagnon de sa grand-mère. Et l'expert estime que Cédric Jubilard est en revanche accessible à une éventuelle sanction pénale, qu'il n'était atteint d'aucun trouble psychique ayant aboli son discernement au moment des faits présumés, encore une fois. Et il faut ajouter quand même que Cédric Jubilard était addict notamment au cannabis. Il reconnaît lui-même consommer entre 10 et 25 joints par jour. Ah oui, 10 à 25 joints. Alors, Ronan Folgoas, vous l'avez rencontré, Cédric Jubilard, juste avant qu'il soit interpellé et incarcéré. Dites-nous dans quelles circonstances vous l'avez rencontré et que vous a inspiré cet homme? Alors, je l'ai rencontré à 3 reprises. La première fois, c'était en avril 2021. Il était seul à la maison ce soir-là. Ses enfants étaient gardés chez la sœur de Delphine. Et il avait d'ailleurs posé la journée du lendemain, journée de congé, en prévision, au cas où notre soirée s'éterniserait. Ce qui a été un peu le cas, mais j'ai dû quitter les lieux vers minuit et demi. Donc on a passé 5-6 heures ensemble. Je peux vous confirmer qu'effectivement il fumait à l'époque beaucoup de joints de cannabis. Il était contraint de se sevrer en prison. Oui, alors même si en prison on trouve de tout, oui, y compris dans un quartier d'isolement, il faut le savoir quand même. Quand on paye, on peut obtenir un peu de cannabis. Oui, c'est tout à fait possible en prison évidemment et même dans un quartier d'isolement.
Mais à l'époque, oui, il consommait abondamment. Alors un peu de cannabis, CBD aussi, puisqu'il mixait un peu sa consommation. Alors, c'est moi la scène qui m'a marqué avec lui, c'est que d'emblée, il me propose de visiter la maison, de visiter sa maison. Il en était visiblement extrêmement fier. Cette maison d'apparence, vue de l'extérieur, assez dégradée, abandonnée, inachevée, parce que sans crépi. Donc on voyait les briques oranges, là, comme ça, c'est une maison qui clignotait un peu sur cette colline de Cagnac-les-Mines. Et c'est vrai que vu de l'intérieur, eh bien à ce moment-là, donc au mois d'avril, la maison n'est pas dans l'état décrit par les enquêteurs juste au moment où ils arrivent pour constater la disparition de Delphine. Le ménage est fait. Alors oui, elle n'est pas tout à fait terminée. Il manque parfois une poignée à la porte des toilettes. Vous voyez, des petits détails comme ça qui paraissent étonnants. Mais l'état général est plutôt bon. C'est une maison assez agréable. Il y a des beaux volumes, des beaux espaces. Et c'est un homme très étonnant que je rencontre ce premier soir, puisqu'il me raconte aussi son parcours. Il me parle un peu de Delphine en des termes parfois assez négatifs. Il n'hésite pas à me rapporter quelques anecdotes qui, selon lui, traduiraient un état d'esprit comme ça d'une maman qui déjà était dans l'esprit de quitter son foyer, qui ne s'occupait plus tout à fait bien de ses enfants. Donc, ce sont des propos qui, dans le contexte d'une disparition inexpliquée, peuvent paraître assez étonnants. Mais bon, il a aussi des mots pour expliquer que lui il s'accroche, il espère peut-être un retour de sa femme encore, même si il a du mal à y croire. Et après cette première soirée, je vais le rencontrer deux autres fois, 2 reprises, et là cette fois en présence d'autres personnes, toujours à son domicile, et la dernière fois c'est 4 jours avant son interpellation. D'après ses dires, quand est-ce qu'il a appris que Delphine avait un amant et qu'elle voulait partir ? Alors il n'est pas clair, clair sur ce point. Il laisse entendre, c'est ce qu'il m'a expliqué, qu'il avait des doutes, des gros doutes même, mais pas de certitude. En réalité, les enquêteurs ont établi qu'il a des éléments beaucoup plus précis que cela, puisque début décembre, donc à peu près 2 semaines avant la disparition de sa femme, Louis, donc son fils, lui rapporte avoir été en conversation avec un copain de maman. Et il comprend qu'il y a un loup, que c'est pas clair cette histoire, puisque Delphine dira mais non, c'était mon frère, et puis il comprend par son fils que non, c'est pas le frère en fait. Donc là il a quand même des doutes très 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 forts, mais après il est possible qu'effectivement il n'ait jamais identifié l'amant. Ça c'est tout à fait possible. Alors dans l'affaire Jubilard, rien n'est simple, car en effet il n'y a pas de preuves accablantes, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas vraiment d'indices. Le corps de Delphine Jubilard demeure absolument introuvable, donc le mystère continue de planer sur les circonstances de sa disparition. Le mobile financier, jalousie, on peut l'entendre, mais il n'est pas encore complètement déterminant. Alors, faute de preuves, Ronan Folgoas, est-ce que le doute doit profiter à l'accusé ? Alors, les jurés de la cour d'assises du Tarn, lorsqu'ils seront invités à prendre une décision, un verdict, eh bien, on leur demandera pas s'ils sont sûrs à 100%. La question ne sera pas posée en ces termes. On leur demandera s'ils ont une intime conviction. S'ils pensent qu'il y a de très bonnes raisons d'estimer que Cédric Jubilard est le coupable. Et on leur demandera pas la preuve, la certitude à 100%. C'est en droit français, c'est ça, c'est l'intime conviction qui prévaut. Donc effectivement, après tout est possible, et il est tout à fait envisageable aussi d'estimer que même dans ces conditions, Cédric Jubilard soit acquitté. Alors on voit que pris séparément, tous les petites pièces du dossier peuvent être contestées, mais il y a ce qu'on appelle dans cette affaire un faisceau d'indices qui constitue un début de preuve. C'est-à-dire qu'en gros, si on examine non pas pièce par pièce, déclaration par déclaration, mais le paysage général, là, tout accable Cédric Jubilard. C'est l'agrégation, en effet, de ces indices matériels, parfois des indices immatériels, donc qui renvoient plutôt à l'attitude, au comportement. C'est cette agrégation qui constitue l'accusation. Mais si vous me permettez, il y a dans ce faisceau un noyau dur. Ce noyau dur, il est constitué de 2 éléments, 2 témoignages. Donc certes, les témoignages comportent
par définition une certaine fragilité, mais lorsqu'on les associe les uns aux autres, ils peuvent constituer quelque chose d'assez solide. Et là, dans ce dossier, il y a 2 témoignages qui enveloppent vraiment la possible commission de ce crime. Le premier, ce qui rajoute à la tragédie, vient du fils des époux Jubilard, Louis, qui après, c'est vrai, en 3 étapes, va dire aux enquêteurs puis au juge d'instruction, eh bien que ce soir-là, vers 23h, ils sont capables de timer précisément les choses, à 23h01, peut-être 22h59, on ne sait pas. Ça correspond à la fin du programme. À la fin, oui, ils ont regardé une émission sur M6 ce soir-là. L'enfant est même capable de décrire le dernier sketch qu'il a vu avant d'aller au lit, et avant d'aller se coucher, avant de s'endormir, il va expliquer avoir vu ses parents, par l'entrebâillement de la porte qui donne une vue, une vision sur le séjour, il va expliquer avoir vu ses parents non seulement se parler, mais se disputer et s'attraper comme ça par les mains, par le col. Et là, il y a visiblement le début d'une empoignade, d'une bagarre. Et l'autre élément, l'autre témoignage qui s'emboîte avec celui du fils, c'est le témoignage de 2 voisines qui ce soir-là sont sur leur terrasse. Coup de chance pour les enquêteurs, quand même. Ça, c'est vraiment l'élément, l'aléa des enquêtes. Bon, là, il y a 2 voisines qui sont sur leur terrasse, une maman qui fume sa cigarette et une fille, et elles entendent les cris d'une femme, les cris stridents d'une femme qui peine à retrouver sa respiration. Et ça dure plusieurs minutes, et ces cris sont mêlés aux aboiements de 2 chiens, un aboiement assez rauque et un aboiement un peu plus aigu. Et là, les époux Jubilard ont 2 chiens, un mâle et une femelle. Bon, donc quand on met ces 2 éléments bout à bout, c'est vrai que ça esquisse un possible passage à l'acte criminel par strangulation, par étouffement. Voilà à quoi on pense, évidemment. Alors, dans un instant, on va se demander si toutes les autres pistes ont été soigneusement écartées par les gendarmes, ou est-ce que les gendarmes ont enquêté uniquement à charge contre Cédric Jubilard, comme le pensent ses avocats, évidemment. Et puis nous reviendrons avec vous pour continuer à parler de l'affaire Jubilard, car dans cette affaire, le comportement de Cédric, ses déclarations avant, après la disparition de sa femme, ont joué en sa défaveur. Il n'est pas toujours très clair. Et puis surtout, il parle trop en prison. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, l'affaire dans l'affaire. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles, la revue 100% True Crime de Max Skies, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours, mon cher Stéphane. Avec Victor Lefebvre également. Bonjour Stéphane. Et nous avons la joie d'accueillir Ronan Folgoas, auteur du Mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je dis merci car vous êtes certainement la personne qui connaît le mieux cette affaire qui passionne depuis 4 ans. Nous parlons maintenant de Cédric Jubilard. Dans les jours qui ont suivi la disparition de sa femme, eh bien on peut dire que son comportement n'a pas toujours joué en sa faveur. D'abord, il n'a jamais semblé tellement se soucier de la disparition de sa femme. Disons que son comportement téléphonique d'abord interpelle les enquêteurs parce que la nuit de la disparition, il va l'appeler à 189 reprises. Vous vous rendez compte, 189 fois. C'est-à-dire que c'est frénétique, c'est compulsif. Il l'appelle toutes les 2 minutes. Bon, ce qui peut se comprendre dans un état de nervosité extrême, on peut appeler comme ça sans cesse. On en a fait chacun un peu l'expérience, mais bon, jusqu'à 200 fois, c'est énorme. Et cette suractivité va cesser dès le lendemain. C'est-à-dire que à partir du moment où visiblement le téléphone de Delphine est éteint, puisqu'il tombe directement sur le répondeur, alors là, il cesse de s'y intéresser, il ne la rappelle pas, ou alors 2 fois seulement le lendemain, et puis après c'est terminé comme si il avait compris qu'elle ne reviendrait pas, ou parce que dans l'hypothèse qui est toujours valable, où il est innocent, il pouvait aussi guetter un signe de sa part. Peut-être allait-elle rentrer, ou peut-être au contraire allait-elle lui dire écoute, je mets les voiles et tu ne me reverras plus jamais. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a ce comportement téléphonique, et puis après, c'est vrai qu'il ne va pas vraiment participer de manière très active, c'est le moins qu'on puisse dire, aux recherches. Alors lui dira que c'est parce que les enquêteurs, les gendarmes lui ont déconseillé de faire lui-même des recherches, mais bon, il va pas être très impliqué, il va pas être en demande non plus de réponse de la part des enquêteurs ou des magistrats instructeurs. Donc il y a un ensemble, un tissu comme ça d'éléments. Après, il va aussi avoir une vie intime et sexuelle
qui va reprendre quelques semaines après la disparition de Delphine, fin janvier, début février. Il a une première relation avec une femme. Bon, ça ne prouve absolument rien, absolument rien. Mais ça colore sa personnalité, ça colore sa psychologie du moment. Et puis il va se lier avec une nouvelle petite amie à partir du mois d'avril, avec laquelle il va vivre comme sous le même toit quand même pendant 2 mois jusqu'à son interpellation. Alors, parlons d'un mobile possible, vous le rappeliez Victor Lefebvre. Le couple manque d'argent. Lui, il est peintre, il n'a pas des revenus très réguliers, il travaille au noir souvent, et il utilise de temps en temps la carte bleue de sa femme pour faire les courses. Bon, rien de très anormal, mais ce qui est bizarre, c'est que dans les jours qui suivent la disparition de Delphine, il continue à l'utiliser comme si de rien n'était. Oui, c'est-à-dire que dès le lendemain de la disparition, donc le 16 décembre, il passe la journée chez les gendarmes quand même, parce qu'il s'intéresse à lui, il est envoyé chez le médecin légiste, etc. Les gendarmes ont posé une balise sous sa voiture, mais il le relâche. Il le relâche en fin de journée. Et que va-t-il faire à ce moment-là ? Eh bien, il va revenir chez lui, il va prendre la carte bleue de Delphine qui est restée dans son sac à main, puisque son sac à main est là, il y a tous ses papiers. C'est d'ailleurs curieux dans le cas d'une disparition, une femme qui partirait sans son sac à main, c'est rare. Elle est partie seulement avec son téléphone, semble-t-il, son téléphone sans chargeur. C'est en tout cas le seul élément qui manque, c'est le téléphone. Et donc il va utiliser la carte bleue de Delphine le soir même. Il va aller faire un premier retrait au distributeur automatique, et les gendarmes, parce qu'ils ont posé une balise sous la voiture, sont capables de dire bah oui, il va dans la cité à Coin de Pau, à Albi, au lieu de la vente de produits stupéfiants. Alors ils sont pas capables de dire que oui, de manière certaine, il a acheté du stup ce soir-là, mais c'est l'hypothèse, évidemment, c'est la seule raison qui pourra expliquer ce déplacement. Donc, dès le premier soir, il utilise la carte bleue de Delphine et il va effectivement faire des dépenses pour un total de 2000 euros ensuite dans les semaines suivantes. Dans un état d'anxiété après la disparition de son épouse, quand on est addict à ce genre de drogue, d'avoir besoin d'en reconsommer. C'est tout à fait possible, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la carte bleue de son épouse pour cela. Comme si, finalement, le seul moyen pour lui d'obtenir des liquidités pour acheter du stup, c'était la carte bleue de sa femme. Et c'est vrai d'ailleurs, puisque la veille, le 15 décembre, il a essayé lui-même de faire un retrait avec sa propre carte bleue, mais visiblement il avait atteint le plafond autorisé de ses retraits hebdomadaires, etc. Et donc il n'avait pas pu retirer de l'argent. Alors, en prison, Cédric Jubilard parle beaucoup, parle peut-être trop. Il va s'épancher auprès d'un co-détenu. Il y a d'abord un certain Marco, qui lui a fourni d'ailleurs de quoi fumer en prison, et qui dira que Cédric Jubilard se confie quand il a fumé. Dans le journal Le Parisien, il raconte « Une nuit, il me raconte le moment où les choses se seraient passées. Il est sorti de sa chambre, il a surpris sa femme en train d'envoyer des messages à son connard. » C'est comme ça qu'il parlait de son amant, et c'est là qu'il a vrillé selon ses propres mots. Oui, des propos très ambigus qui ont été rapportés par un co-détenu, et en réalité même par deux. Il y a un deuxième co-détenu confirmera, alors pas tout à fait dans les mêmes termes, ces propos. Évidemment que la défense de Cédric Jubilard expliquera et tentera de faire passer l'idée que ce co-détenu Marco a sûrement entendu des choses, mais qu'il en a extrapolé aussi certaines. Mais ces propos effectivement ne manquent pas d'interpeller, parce que il est possible que Cédric Jubilard aussi ait joué avec son entourage, ait joué pour exister dans ce milieu carcéral très dur, surtout à l'isolement. Finalement, les uns et les autres ne se voient pas, mais ils s'entendent, et donc il y a comme ça l'envie aussi d'exister dans ce microcosme. Et Cédric Jubilard a une propension aussi à se raconter. Il est très narcissique. Il se prend pour une star. Il est une star parce que lui, il passe à la télé. C'est ça le truc, c'est que il y a beaucoup d'émissions à cette époque. Là, on est à l'automne 2021. Régulièrement, des émissions de télévision parlent de lui. Donc, il a fini aussi par se prendre pour quelqu'un d'important. Et il dit aux autres regardez, je passe à la télé. Regardez-moi. Il a besoin de se raconter. Il avait posé des congés pour vous voir et passer une soirée avec vous alors qu'il vous connaissait pas. C'est ce que on se connaissait pas. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un petit traitement de faveur avec beaucoup de guillemets autour de ça, puisque je suis le seul journaliste à avoir été avec lequel il a eu une rencontre physique. Il a parlé avec d'autres au téléphone, quelques autres, mais il avait, c'est vrai, une certaine envie de se raconter, puis peut-être à l'époque aussi de compter au moins sur un journaliste qui pourrait éventuellement en faire passer quelques messages. Voilà, c'était aussi son idée au départ, sûrement.
Mais ça, on peut pas lui en vouloir aussi. Il peut, dans toutes les hypothèses, qu'il soit innocent ou coupable, avoir besoin d'un relais médiatique, comme on dit. Ça, c'est tout à fait possible. Après, ce qui est étonnant, ce qui interroge les enquêteurs, c'est qu'il a cherché parfois aussi à négocier la vente de certaines photos, notamment auprès de Paris Match, notamment auprès de TF1. Il négociait ses prises de parole. Il espérait vraiment se faire beaucoup d'argent avec ça, et il a été déçu sur ce plan-là. Alors, il y a aussi des témoignages qui ressemblent à des fanfaronnades qui vont vraiment jouer en sa défaveur. Cédric Jubilard, par exemple, parle souvent de Dupont de Ligonnès. Et il dit, un jour, il se vante aussi devant une collègue de travail de Delphine, une collègue de travail de sa femme qui a disparu. Il dit, si un jour je dois faire disparaître un corps, personne ne le retrouvera. C'est incroyable. Oui, c'est-à-dire qu'à 3 reprises... Il fanfaronne. Ouais, il fanfaronne. Mais là, on est dans une psychologie, un moment différent de l'histoire. On est avant la disparition de sa femme lorsqu'il dit cela. Et les enquêteurs vont identifier 3 personnes différentes, 3 personnes auxquelles Cédric Jubilard a confié des menaces de mort. Alors certes indirectes, puisque c'est des menaces de mort qui concernent son épouse. Et il ne les dit pas en face. Il dit ça à 3 personnes différentes entre le mois d'août, le mois de novembre et le mois de décembre, 4 jours avant la disparition de sa femme. Et là, il y a des pulsions comme ça, des pulsions de meurtre, c'est ce qu'il exprime en tout cas. Et effectivement, vous avez raison Stéphane Simon, à un moment, il y a cette phrase lourde de sens, « Je connais un endroit où on ne la retrouvera jamais ». Et si c'est lui, si dans l'hypothèse où sa culpabilité sera reconnue, effectivement, on peut dire qu'il connaît un endroit où on ne la retrouvera jamais, puisque là, pour l'instant, les enquêteurs ont peiné, ils ont échoué à la retrouver. Alors, au bout de 39 mois maintenant, je crois, d'isolement, de détention, dans quel état est-il, Cédric Jubilard ? Alors, d'après les rares personnes qui sont encore en contact avec lui, c'est un homme un peu aux abois financièrement. Il a très peu de relais dans son entourage. Plus personne ne lui donne de nouvelles et plus personne ne lui verse d'argent régulièrement. Et donc il chercherait à obtenir de l'argent auprès de femmes qui lui écrivent, puisqu'il y a des femmes passionnées d'affaires criminelles qui se prennent d'affection pour les personnes mises en cause, qui croient parfois en leur innocence d'ailleurs. Et il essaie là apparemment de récolter un peu d'argent pour survivre aussi dans ce milieu carcéral très difficile. C'est cet homme qui sera jugé en 2025. Ronan Folgoas, je vous remercie en particulier d'avoir été avec nous. Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition, c'est au livre de poche. Merci d'avoir été avec nous. Merci Victor Lefebvre. Merci Stéphane. Merci Jean-Marie. Merci évidemment. mon cher Stéphane. Alors vous pouvez retrouver cette nouvelle émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve entre 12h et 13h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Mais tout de suite, Alain Marty qui nous amène sur les routes. Sur les routes du vin de France, tout simplement, avec modération, juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.